La croissance quantitative, on s'en fout. Bang bang, he shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful saw, bang bang. My baby shot me down. Alors, Père Castor, il y a une question qui brûle, je pense, les lèvres de tout le monde. C'est est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Alors, mon histoire, j'ai eu 3 vies. Donc, ma première vie, j'ai voulu être prêtre catholique. Alors, mon père m'a dit non, pas avant 21 ans. Moi, je suis contre. Bon. Occupe-toi à l'université, j'ai fait des mathématiques. Et puis, je suis devenu prêtre. Pendant 12 ans, j'ai fait un doctorat à Rome en grec et en russe, en italien. Donc, j'ai appris les 3 langues à la fois. Et puis, je me suis marié. Et à ce moment-là, cette vie-là, elle s'est terminée. Mais cool, en Belgique, ça se faisait parce que j'étais voir le cardinal Sunens, qui était un type très chouette, qui a dit, bon, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait changer tous ces bazars dans l'église catholique, mais le pape n'était pas d'accord, donc voilà, on reste bons amis, bonne chance, bye bye. Et je me suis retrouvé, deuxième vie. Jacques Delors était président de la commission et il était en train de créer une cellule de prospective. Et il a dit, il me faut un type qui s'occupe de la philosophie, des religions, de la sociologie, de l'histoire, etc. Les autres, ils ne voulaient que l'économie. Et donc, moi, je me suis retrouvé à m'occuper de tout le soft de la cellule de prospective. Passionnant. Je vous raconte une petite histoire. Nous sommes en 92, 92 pour vous. Et Jacques Delors nous dit, faites-nous, vous êtes 12, faites-moi une étude sur l'économie européenne en 2040. Et bon, on se met en réseau avec une centaine d'économistes dans le monde. Et on fait un livre blanc, Jacques Delors, tout content, le donne au chef d'État, en anglais, en allemand, en italien, en français, etc. Je ne vous dis pas encore la réaction des chefs d'État, mais je vous dis, il y avait une seule idée. Et l'idée, c'était, nous avons eu une Europe agricole, économie agricole. Maintenant, il n'y a plus que 4%, 5% dans l'agriculture, on ne peut plus dire que l'Europe est agricole. Ce qui s'est passé avec l'agriculture va se passer avec l'industrie. On regardait l'industrie, mais les jobs industriels, parce que vous ne pouvez pas empêcher les entrepreneurs de mettre des robots. Et nous entrons dans un autre paradigme économique qui est l'économie immatérielle, qui fonctionne autrement, suivant un autre paradigme, suivant une autre logique. On ne l'a pas dit, mais on le sous-entendait, comme elle est immatérielle, elle peut aussi être plus spirituelle, c'est-à-dire plus subtile, plus civilisée. Ce ne l'est pas le cas, mais c'est possible. Vous savez ce que les chefs d'État ont répondu? Monsieur Delors, c'est très intéressant, passons au point suivant. Ça veut dire, va te faire. Et j'ai compris pourquoi. Si tu es politicien, et que tu dis, si vous votez pour moi, on change de paradigme économique, vous croyez qu'on va voter pour vous? C'est ça la difficulté. C'est très difficile de vendre le changement au niveau politique. C'est plus facile dans une entreprise. C'est très difficile politiquement. Et donc, les chefs d'État ne voulaient pas se suicider politiquement. Et donc, ça fait 25 ans qu'on se tait sur le changement de paradigme économique, qui est maintenant, tout ce qu'on a écrit, c'est réalisé point par point. Voilà. Et maintenant, troisième vie, je me suis de nouveau retrouvé sur le trottoir en 99-99. Et j'ai commencé à écrire des livres. Et les gens ont lu ces livres. Ils sont tous open source sur mon site, mais si vous voulez le papier, il faut payer. Et je fais des conférences.
comme je suis pensionné, et s'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, je dis que je ne suis pas libre. Si ça m'intéresse, je vais. Et en plus, je suis arrivé à un âge, j'ai 77 ans, 77, où je n'ai pas besoin de convaincre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, no problem. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je peux vous faire part de mon expérience, humblement, avec un peu d'humour quand même. Voilà. Super. Et quand tu avais notre âge, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Quand j'avais votre âge, j'avais une forte aspiration spirituelle. Mais sur le marché, il n'existait que prêtre catholique. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc j'ai pris ce qu'il y avait sur le marché. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Mais moi, j'ai encore connu les soutanes, le vieux système. On ne se rend pas compte combien on était vraiment dans le système religieux. Anti-religieux ou religieux, mais c'était le système. Moi, je n'ai pas le système. Mais j'ai gardé mon aspiration spirituelle, qui maintenant a pris des formes différentes. Merci. Alors, il y a une citation d'une Canadienne que tu mets dans ton livre, de Violette Lebon, ce que la chenille appelle la mort, le papillon appelle la renaissance. Voilà. Il y a deux parties. Est-ce que d'abord tu peux nous parler de la mort de la chenille et après peut-être de la renaissance? Alors je vous raconte une histoire. Nous sommes en 1606. Le recteur de l'université catholique de Louvain, qui était très célèbre pour le droit canon, dit « Omnia cadunt », ça veut dire « tout s'écroule ». Qu'est-ce qui s'écroulait? Quelque chose qu'on n'imagine même plus. L'universitas, c'était quoi? C'était en soutane, en latin, et uniquement la théologie. Mais c'est extraordinaire. Thomas d'Aquin pouvait parler à Naples, et puis à Rome, et puis à Paris, et puis à Barcelone, et puis à Berlin, in latinum. C'était l'université par la langue, par la soutane. Le clergé avait tout en main. Inutile de dire que c'était patriarcal, les femmes. C'était sur le côté. Hein. On n'envisageait même pas qu'elles prennent la parole. Bon. Mais c'était un système extrêmement lubrifié, qui fonctionnait très très bien et qui tout d'un coup, bof, omnia cadunt. Et donc, il n'y a pas de renaissance sans rupture. Copernic, vous savez ce qu'il a fait? Il a publié tout en latin post-mortem pour être sûr de ne pas être brûlé par l'Inquisition. Donc, il y a d'abord quelque chose qui va et qui est en train de s'écrouler. C'est la vieille logique industrielle, patriarcale et les valeurs de mort. Alors j'explique. Pourquoi est-ce que la civilisation mondiale est en train de changer? Vous allez le comprendre, c'est facile comme tout. Nous avons inventé une civilisation, nous avons créé une civilisation qui a inventé deux manières de suicide collectif. La guerre nucléaire, évidemment. Plus bête que ça, tu meurs. Nous avons encore 17 fois la possibilité de faire sauter toute la Terre. 17 fois. Nous étions en 34. Évidemment, c'est un suicide collectif. Et les bombes sont toujours là, hein, y compris en Europe. 2, nous avons créé une économie de la croissance infinie dans un monde fini. Complètement fou et suicidaire.
Alors, je m'excuse, mais il y a une très bonne nouvelle. L'inconscient collectif de l'humanité est en train de dire non. Non aux valeurs de mort. Ça commence ici, dans le ventre. Ça peut produire des réactions à la trompe ou des réactions plutôt vertes. Mais tout le monde est mal à l'aise par rapport à la civilisation de mort que nous avons créée. Et tout le monde se dit, nous voulons un avenir pour nos enfants. Et donc l'inconscient collectif de l'humanité est en train de reconstruire la civilisation à partir du fond du ventre de chacun. Et Willis Herman, qui était un de mes amis, au moment où on réfléchissait à la Silicon Valley il y a 25 ans, a dit « Nobody can stop this change. No political, economic, military force can stop this shift of civilization. » Et il dit « It's a change of the mind. » C'est dans le mind des gens, c'est dans la vision implicite des gens que le changement se fait. Personne ne sait l'arrêter. Alors si vous retenez une chose, c'est ça. Personne ne peut arrêter ce changement. Ce n'est pas vous qui allez le faire bouger, ce n'est pas vous qui allez l'arrêter. It is happening. C'est en train d'arriver. Il faut surfer sur la vague. Pas plus que ça. Avec un peu d'humour. Il faut surfer intelligemment et avec les autres, et en communauté, en se donnant la main, et ça va bouger. Et il y a des morceaux qui vont mourir. Mais nous allons vers la vie, nous allons vers quelque chose de passionnant. Mais qu'il faut inventer. Il n'y a pas un type qui dit c'est là. Donc, on passe à une économie qui va parler de sharing, de partage. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, l'économie du partage, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu ne peux pas vendre la connaissance. Donc c'est tout le système qu'il faut repenser, tout le trade qu'il faut repenser. Et en plus, bon, je vais m'arrêter là, mais la dernière chose, c'est que dans cette économie matérielle, la croissance quantitative, on s'en fout. Ce qu'on cherche, c'est la qualité. Ça veut dire que si votre entreprise ne croit pas en qualité, vous êtes foutu. Vous pouvez devenir big, ça ne sert à rien. C'est quality, croissance qualitative. C'est un autre monde, c'est un autre paradigme économique. Mais même les GAFA essayent de faire tourner la nouvelle économie dans les vieux paradigmes industriels. Ils vont se casser la gueule. Un jour. Et donc, moi, je comprends bien le concept. Concrètement, comment ça pourrait marcher? Mais ça marche déjà. Ça marche déjà. Nous sommes tous dans l'économie circulaire, nous sommes tous les deux vaches. Mais ça s'arrête au niveau de la région. La ville, le village, les communautés locales. Mais au niveau national et au niveau européen, c'est bloqué. Mais ça va se débloquer, ça monte. Cool. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Il va y avoir des petits chocs. Il faut se préparer. Bang.